Lorsque l'actualité s'affole, suivez Le Point sur Métropole. Le Point tous les matins à 9 h, simultanément sur Radio et Télémétropole. Reprise, 1 h 30. Le Point est une courtoisie de la BNC, Banque nationale de crédit. Unipièce, représentant les batteries Bosch. Accordia Shipping et Lisa Lotto. Madame, monsieur, bonjour. Bienvenue à la rubrique Le Point de Radio et Télémétropole. Merci de votre fidélité, merci de l'intérêt. J'ai le privilège de présenter au public de cette rubrique les différents chroniqueurs qui auront la responsabilité de faire vivre le public de Métropole, la Coupe du Monde. La Coupe du Monde 2026, avec évidemment la participation d'Haïti, des Grenadiers dans cette compétition. Ils seront, si je ne m'abuse, au moins 5 pour vous faire vivre, madame, monsieur, cette ambiance exceptionnelle. Comme on le sait, nous sommes à moins de 15 jours du lancement de la compétition et ils sont avec moi sur le plateau pour se présenter eux-mêmes et nous dire aussi ce qu'ils entendent proposer aux auditeurs de Métropole. 52 ans après la participation d'Haïti à cet événement mondial, ils sont sur la chaîne 52, ils ont déjà de l'expérience, ils sont ce matin avec nous pour nous parler d'eux. Rico Saint-Hilaire, Josué Benjamin, Mackinson Fanor, Jean-Josué Merville, Marcus Cola sont donc les différents chroniqueurs, y compris Gilbert Fonbrun, pour assurer la couverture ou encore la retransmission de la Coupe du Monde de football 2026 avec la participation des Grenadiers. Je prends plaisir à présenter au public dans un premier temps Marcus Cola, Jean-Josué Merville et Rico Saint-Hilaire. Commençons par Rico Saint-Hilaire, Rico qui est un ancien de Kiskeya. Il a roulé sa bosse dans d'autres médias également. Il a déjà présenté la Coupe d'Europe, la Ligue des Champions, la Copa América sur Métropole. Rico, bonjour, bienvenue. Bienvenue sur Métropole, bienvenue à la rubrique Le Point. Bonjour Wendel, bonjour à toutes et à tous. C'est un plaisir de vous retrouver à la rubrique Le Point sur Télémétropole. Bien sûr, pour faire le point sur la Coupe du Monde de football, avec surtout la participation de la sélection haïtienne, comme vous venez de le dire, 52 ans après notre première participation en 1974. Marcus Cola est pratiquement nouveau sur Métropole, mais il a travaillé déjà pour plusieurs autres stations. Bonjour Marcus et bienvenue. Bonjour Wendel, bonjour à mes collègues, bonjour au public de Télémétropole. Je suis très heureux d'être là avec vous, à participer à Le Point. Alors il faut dire aussi que c'est un prénom qui est plus ou moins familier à Métropole. Métropole connaît Marcus Plaisimont, Marcus Garcia et tout ça. Et voyons maintenant pour Jean-Josué Merville. Jean-Josué Merville a travaillé à Radio Galaxy. C'est un vétéran comme chroniqueur sur Galaxy. Il a travaillé aussi pour la Fédération haïtienne de football. Donc lui aussi, il est nouveau à Métropole. Monsieur le vétéran, bonjour, bienvenue. Vétéran en âge également. Venant de vétéran, ça veut beaucoup dire. Bonjour Wendel, bonjour aux téléspectateurs de Métropole. C'est avec un énorme plaisir que l'on retrouve les téléspectateurs et les auditeurs. On va parler football, on va parler Coupe du Monde, d'autant plus que la sélection haïtienne, les Grenadiers seront bien présents donc, à cette phase finale de Coupe du Monde. On va bien évidemment décortiquer plein de choses sur la Coupe du Monde. Alors, je l'ai dit au directeur général ainsi qu'à la directrice de télé, j'ai dit que c'est l'une des émissions qui va être super facile pour moi, dans la mesure où je ne m'y connais pas en sport. Donc, vous aurez la question et nous... Non, je n'aurai même pas de question. Je vous laisserai parler. Alors, messieurs, commençons par le commencement. Alors, Rico, est-ce que vous voulez bien vous présenter
au public? Ah oui, bien sûr. Ce serait plus sage. Donc, mon nom est Rico Saint-Cyr et je suis fils authentique de l'Érogane, la cité de la Reine. À la vérité, mes concitoyens me le reprocheraient si j'avais vraiment omettre de noter ça, de préciser que je suis de l'Érogane. Donc, c'est toute une fierté, vraiment, d'être fils de la cité de la Reine. Maintenant, pour ce qui est de... Ça tombe bien. Vous auriez dû suivre vos aînés. Je parle toujours de Jacques Mel. Oh, bien sûr, bien sûr. Patrice Dumont aussi. Ah oui, bien sûr. Et justement, alors j'ai fait mes débuts à la radio il y a peut-être 15 ou 16 ans de cela. Mais j'ai fait mes débuts comme journaliste sportif à Radio Télécool, à l'Érogane, à la rue des Remparts. Alors, Radio Télécool, c'est la station référence de la région des Palmes. Je parle de Petit-Goâve, de Grand-Goâve et de l'Érogane, bien évidemment. J'ai commenté la Coupe d'Europe de 2012 à Radio Cool, la Coupe des Confédérations, je crois, en 2013, bien avant la Coupe du Monde de 2014. Et puis, j'ai intégré Radio Quisqueya, les rangs de Radio Quisqueya en 2015, en décembre 2015. Et j'ai eu vraiment l'heureux privilège, aux côtés de Patrice Dumont, notamment de Stéphane Pierre-Paul. Ce dernier, je le considère comme étant mon mentor parce que c'est lui qui a véritablement facilité mon intégration à Radio Quisqueya. Donc, il m'a appris quand même les ficelles du métier. Donc, j'ai commenté la Coupe d'Europe de 2016. La Coupe du Monde de 2018, toujours avec Stéphane Pierre-Paul et Patrice Dumont, pourquoi pas Alain Germain et Ronald Isaac. Et puis, par la suite, j'ai quitté Quisqueya en 2023, en mars 2023. Et j'ai eu le privilège de diriger, de coordonner la section sportive la présentation risque d'être longue. De Radio Justement, c'est à Le Témoin que j'ai rencontré, que j'ai fait la connaissance de Marcus Cola. Donc, c'est un ancien collaborateur. En 2024, j'ai simultanément prêté mes services à Ibosport. Et l'aventure a commencé à Métropole en 2024, à la Coupe d'Europe de 2024. Et depuis, je me suis parfaitement intégré. Alors, pour vraiment terminer sur une note positive, ce qui m'a le plus marqué durant les 2 ans de service à Télémétropole, c'est surtout une marque de reconnaissance de la part de la direction. Je me rappelle à l'issue de la Coupe d'Europe de 2024, parce que des félicitations, j'en ai reçu tout au long de ma carrière, mais le directeur a fait vraiment un geste qui nous a marqué, qui a marqué toute l'équipe. À l'issue de la compétition, il s'est présenté en personne. Non seulement il a organisé une petite réception, mais il s'est présenté en personne pour remettre à chacun de nous un certificat reconnaissant le travail que nous avions accompli durant la Coupe d'Europe 2024. C'est pour moi une marque de reconnaissance qui restera à jamais gravée de ma mémoire. Donc, j'en profite pour saluer le directeur de Télémétropole pour ce geste vraiment combien exceptionnel. Merci Rico. Voyons maintenant pour les nouveaux. J'allais dire les nouvelles recrues, mais quand même, vaut mieux que je dise les nouveaux. Oui, tout à fait. Marcus Cola, et en guise de présentation, vous direz quoi? Bon, d'abord, mon nom, c'est Marcus Cola. Et j'ai commencé à la radio, c'était à la Radio One, justement à Pétionville. Et puis, pour ce qui concerne la télé, c'est à Signal FM. J'ai fait mes premiers pas en ce qui a trait aux événements. C'était en 2016, à l'Eurocopa de 2016, aux côtés de Jimmy Ménard, qui m'a vraiment poussé un petit peu, disant Marcus, tu dois te lancer à fond. Car à l'époque, je ne savais quoi choisir, la politique ou le sport. La politique, et je trouvais que c'était mieux pour moi, car j'ai une formation de base en sociologie. Je voulais m'employer à faire des analyses à la radio, en politique. Et puis, Jimmy m'a convaincu à me lancer dans le domaine des sports. J'ai suivi Jimmy et puis après, j'ai eu la chance de
de faire d'autres événements à Télescope en 2018. Et puis c'est ça, et pas dans le parcours, mais la passion qui est restée intacte. Donc aujourd'hui, je suis à Métropole et ça me rend très fier de collaborer encore une fois avec Rico Saint-Cyr et puis rencontrer un aîné, un vétéran comme Jean-José Merville. Donc là, j'espère qu'on passera beaucoup de temps ensemble vraiment qu'on partagera une émotion très intense par rapport à cette Coupe du Monde qui est très spéciale, car elle marque quand même le retour de notre cher pays à ce grand événement. Donc Haïti, 52 ans après, qui revient au mondial. Et bon, je remercie Rico de m'avoir donné ce tuyau pour venir ici, participer à côté de mes collègues. Donc je suis là pour essayer de partager beaucoup d'émotions avec le public de Métropole. Ça se voit. Merci Marcus. Alors là, lui, on le surnomme le vétéran, pour ne pas dire le doyen. Il est là pour accompagner les autres membres de l'équipe qui ont la responsabilité ou encore la mission sacro-sainte de faire vivre la Coupe du Monde au public de Métropole. Jean-José Merville, bonjour et bienvenue une nouvelle fois. Merci beaucoup, bonjour et je salue à nouveau les téléspectateurs de Métropole. Alors, je ne serai pas aussi long que mes deux autres collaborateurs qui ont vraiment vécu dans le milieu. Moi, je suis Jean-Josué Merville, communicateur social. J'ai étudié la communication sociale à la faculté des sciences humaines. Et puis, j'ai intégré Radio Galaxy, une véritable référence en ce qui concerne le sport en Haïti. En 2006, oui, j'ai passé plus de 15 ans à Radio Galaxy. C'est pratiquement mon unique média, puisque je me suis toujours dit, après Radio Galaxy, bon, il ne sera pas facile de choisir quand même, après cette longue et belle expérience, une expérience enrichissante au cours de laquelle j'ai eu le privilège de vivre de très grands moments, de présenter de grandes compétitions et de suivre en direct également, et donc plusieurs compétitions donc nationales et internationales. Donc, j'ai intégré Galaxy le 1er juin 2006, quelques jours avant la Coupe du Monde de 2006 qui a eu lieu en Allemagne. Puis, j'ai fait plusieurs autres compétitions dans l'intervalle. La Copa América en 2007, la Coupe d'Europe en 2008, la Coupe du Monde en 2010, la Coupe d'Europe, ainsi de suite, jusqu'aux dernières compétitions que j'ai réalisé avec Radio Galaxy. J'ai eu la chance de faire pratiquement le tour du pays à travers le championnat national. À un certain moment, j'ai été donc correspondant, disons reporter pour la radio. C'est moi qui donc assurais la retransmission des matchs au Stade Sidio 14, au Parc Levelt de Saint-Marc, au Parc Saint-Victor du Cap-Haïtien, parce que dans tous les parcs du pays, et j'ai eu quand même le privilège de suivre la sélection nationale un peu partout à travers le monde également. Je me suis rendu à ma première compétition aux éliminatoires de la Coupe du Monde en 2008 et donc à Curaçao, puis aux États-Unis à la Gold Cup de 2009 où Haïti avait atteint les quarts de finale éliminé par le Mexique après avoir eu un très bon parcours lors de la première phase, notamment ce match 2 buts partout contre les États-Unis à Boston au Gillette Stadium. J'y étais et on a assisté malheureusement à la débâcle de la sélection contre le Mexique 4-1 au Cowboy Stadium de Dallas. C'est quelqu'un à surveiller de très près. Parce que vous voyez, quand il dit qu'il va être bref, vous voyez la durée de sa brièveté. C'était un euphémisme. C'était un euphémisme, justement. Alors on continue, vous terminez. Je résume, donc, comme je l'ai dit, j'ai eu la chance de suivre la sélection un peu partout, au Costa Rica, à Panama, et aux îles Vierges américaines, en République dominicaine, au Costa Rica. Un peu partout. Et puis même donc, en Afrique. Vous étiez professeur, non? Bien sûr, à l'ISNAC. Avocat aussi? Oui, j'ai enseigné pendant environ 8 ou 10 ans à l'ISNAC. Ça se comprend. Ça se comprend. Bon, alors dites-donc, comment vous auriez pu décrire votre expérience déjà à Métropole? Parce que pour être ici avec moi, c'est que déjà, il y a eu entretien d'embauche.
si je ne m'abuse. Il y a les premières expériences déjà. Et comment vous auriez, messieurs, expliqué votre introduction Je dois dire d'abord que pour moi, c'est une maison de voix et de mémoire. Voix VOX et voix VOIE. Et VOX avec Wendell. J'ai passé beaucoup de temps à écouter Wendell porter la narration de VIP. Je me suis toujours dit, mais je dois rencontrer ce gars. Et bien aujourd'hui, je suis aux côtés de Wendell. Et en face. Ça date. Ouais. Et puis, j'ai toujours suivi le point. Et j'ai quand même toujours pris le temps de voir comment Wendell procède. Et Wendell en passant. Et si la fatigue intervenait, si cela devait se faire, je suis prêt pour me remplacer. Vous avez une voix là, job, oui. Ouais, très bien plaisanterie. Donc, c'est quand même une maison de voix. Clarence, Gilbert, Vladimir Figaro et John Cherry, que j'écoutais beaucoup. Et tous les matins, avec sa voix rauque, qui puisse être douce et persistante, et que je trouvais très fascinant. Et bien, c'est ça. Et d'abord, c'est pour la voix, et puis le chemin aussi. Et à Métropole, c'est toujours une expérience très remarquable pour n'importe quel jeune qui rêve dans ce domaine. Et puis, une maison de mémoire, et Métropole, c'est beaucoup d'années dans le paysage médiatique, et c'est une référence en la matière. Donc, ça me rend tellement heureux de connaître cette expérience aujourd'hui. Rico, vous avez déjà parlé de votre début à Métropole. Ah oui, bien sûr. De vos expériences déjà à Métropole. Et surtout, j'ai mentionné un fait marquant, donc une expérience singulière. Alors pour moi, c'est une expérience enrichissante dans la mesure que j'ai pu rencontrer d'autres confrères, d'autres collaborateurs comme Josué Benjamin, Zerek à l'époque qui était là en 2024. Donc ils m'ont reçu, mais vraiment chaleureusement. Et surtout avec Mme Brunelli qui est aux commandes à la baguette, eh bien, elle fait de son mieux pour faciliter l'intégration des différents journalistes. Elle est toujours sur la balle, comme Télémétropole, pour tout faire. Maintenant, ce que j'aime par-dessus tout, c'est la confiance placée en nous. Donc, la direction nous fait confiance. Mais quelque part, on sait déjà, comme journaliste, les exigences de Télémétropole. Et moi, si j'avais à résumer Télémétropole ou bien Radio Télémétropole, je choisirais l'excellence. L'excellence parce que tu te dis comme jeune, tu dois donner le meilleur de toi-même, tu dois élever ton niveau par rapport aux attentes qu'il y a autour de Télémétropole. Et s'il y a une dernière chose que j'ajouterais, je dirais que si de l'extérieur étant, il y a des suspicions ou des choses qu'on aime, qu'on déteste ou qu'on assimile justement à Télémétropole. Moi, ce que j'ai pu remarquer, ce que je vis au quotidien, c'est que c'est vraiment un média qui facilite la tâche à ses employés. Donc, il n'y a pas de barrière linguistique, comme on voudrait le dire, le faire savoir. Donc, on est à cheval et on est libre de nos paroles. Donc, tout ça participe justement à l'ambiance sereine, mais surtout cordiale qui règne à Télémétropole. Rigoureuse quand même. Et qui représente pour vous l'opportunité de présenter la Coupe du Monde à Télémétropole Merville, Jean-Josué Merville? Bon, c'est une expérience en plus. Pour moi, j'ai précisé dans ma présentation qu'après avoir rompu avec Radio Galaxy, il me serait vraiment difficile de travailler encore dans le milieu comme chroniqueur sportif, donc dépendamment du média. Mais finalement, lorsque j'ai reçu l'appel de Madame Brunelli qui m'avait contacté, Madame Joseph qui m'avait contacté après avoir eu une conversation avec Rico. Bon, je me suis dit pourquoi ne pas tenter le coup, surtout qu'il s'agit de Métropole, qui est une référence dans le milieu médiatique, dans le paysage médiatique haïtien par rapport à son passé, par rapport à tout ce qu'il y a derrière Métropole. Bon, j'ai déjà présenté quelques rencontres et je dois dire
dire que c'est une expérience déjà assez enrichissante avec les collaborateurs. Donc, j'espère qu'il en sera de même pendant toute la Coupe du Monde et qu'on pourra en tirer profit. Quelle est, selon vous, la force de l'équipe sportive de Métropole dans la couverture des événements de ce genre? C'est d'abord notre expérience. Nous sommes des journalistes sportifs expérimentés. On a déjà fait nos preuves dans les différents médias qu'on a fréquentés, Saint-Île, donc Marcus Cola. Bon, sans vouloir me vanter, moi, j'ai eu quand même une très bonne expérience. J'ai déjà couvert un peu plus de 6 Coupes du Monde, donc avec Radio Galaxy. Donc, on n'a rien à vous apprendre. Bon, donc, sans vouloir me vanter, bon, c'est ça. Oui, et la faiblesse de cette équipe? De notre équipe? Oui. Alors, ce qui est important, c'est que à Métropole, il y a déjà un héritage. Cela veut dire qu'on n'est pas les premiers. Donc, avant nous, il y a eu pas mal de journalistes, justement, qui ont construit et qui ont laissé un héritage. Pas n'importe lequel, bien évidemment. Mais nous autres, ce qui fait déjà notre force, c'est l'esprit d'équipe. C'est le respect mutuel, la confiance, et surtout, nous avons tous un objectif commun, c'est-à-dire faire rehausser le niveau de Télémétropole, garder le cap, maintenir le flambeau allumé. Donc, tout ça fait notre force. Bon, faiblesse, peut-être qu'il va falloir attendre. Parce que la Coupe du Monde... Alors, déjà, on se met au travail avec la Ligue des Champions. L'équipe est déjà bien mobilisée. On va en parler, bien sûr, d'une émission qu'on a lancée cette semaine. Et puis, bien évidemment, la Coupe du Monde. C'est à partir de la Coupe du Monde, des faiblesses, il y en aura certainement, mais c'est sûr qu'on va ensemble les corriger. Je pense aussi que la force est dans cette cohérence collective. Je pense être complémentaire par rapport à Merville et aussi par rapport à Rico ou même à Benjamin ou même à Fanor. Et ça, c'est une première chose. La deuxième chose, c'est que chacun de mes collègues ont une panoplie très large. Rico peut se lancer dans la présentation aussi, de faire le play-by-play et commenter, et tout comme moi, tout comme Merville. Je pense que cela peut être noté comme une force. Donc, en plus de l'unité et qui est palpable entre nous, je connaissais avant Rico et Merville et Fanor, Benjamin, ça se passe très bien. Je pense que c'est vraiment un décor qui est bien planté pour qu'on présente une Coupe du Monde en partageant beaucoup d'émotions avec le public. Comment vous préparez personnellement pour cette Coupe du Monde? Bon, personnellement, il y a toujours des choses à apprendre, il y a toujours des choses à améliorer. C'est vrai qu'on peut avoir une énorme expérience, mais n'oubliez pas, les choses bougent, il y a quand même l'évolution. Alors, on se met au travail avec, bien évidemment, surtout les nouvelles technologies de l'information, puisque désormais, il y a quand même une autre manière de voir les choses. Nous ne serons pas uniquement à la radio, pas uniquement à la télévision, mais maintenant, avec les réseaux sociaux, on doit essayer de s'adapter également et on fait de son mieux. Merci, Merville. Question aussi, la même question à Marcus. Comme dirait un poète, je me prépare comme un athlète de l'esprit. J'écoute des analyses, je fais quelques méditations et puis certaines fiches de lecture pour me mieux préparer et l'entrée en matière aussi, tout le déroulement de la compétition. Rico, même question. Je vais être concis comme un athlète qui se prépare pour aller aux Jeux. C'est comme ça que tu te prépares. Ah, bien sûr. C'est comme il y a les Jeux Olympiques et puis les athlètes se préparent pour y aller. Messieurs, maintenant, le public attend quelque chose de vous. Qu'est-ce que vous prévoyez? Est-ce qu'il y a lieu déjà de faire des pronostics par rapport à la prestation des Grenadiers? Bon, et il ne faut pas se leurrer de toute façon, nous sommes haïtiens, mais il doit être... Ça, c'est une mauvaise note. Je n'avais pas souhaité entendre ça. Bon, mais de toute façon, on doit être réaliste sur un ton beaucoup plus sérieux, effectivement. En tant qu'haïtien, on doit s'attendre à voir une équipe haïtienne joueuse qui fait mieux que l'équipe de 1974. Mais par rapport au groupe dans lequel on se trouve, ça va être un petit peu difficile. Nos adversaires sont vraiment de très haut niveau.
Le Brésil, donc une équipe que l'on ne présente plus, même si les résultats ne sont pas forcément là ces derniers temps, mais c'est le Brésil de toute façon. Le Maroc qui a terminé 4e lors de la dernière Coupe du Monde et qui a remporté, même si c'est sur le papier, la dernière Coupe d'Afrique des Nations, ce sera un adversaire difficile. Donc l'adversaire qui serait un peu à notre portée, on dirait peut-être l'Écosse, mais l'Écosse, c'est une équipe européenne toujours difficile à battre. Le Brésil peut et donc en témoigner en 1998 avec la belle équipe brésilienne, les Ronaldo, Rivaldo et autres. Mais ça, c'est le passé. Oui, le Brésil a souffert. Mais quand même... Je vois que le type fait face à des difficultés actuellement. Neymar, oui. Oui, il est blessé. Il n'arrête pas d'être... Bon, je crois que Carlo Ancelotti a dû l'appeler sur pression de certains dirigeants. Pression populaire également. Pression populaire. Et on parle même des sponsors. Mais il n'est pas en état. Il n'est pas en état. Il n'est pas en état, puisque le médecin de la sélection... Ce qui est une bonne chose pour Haïti, alors. Justement. À quelque chose, malheureusement. Mais de toute façon, il y a d'autres joueurs qui peuvent nous causer beaucoup de problèmes. C'est le Brésil. Ah, ok. Bon, alors, en résumé, on s'attend à une très bonne Coupe du Monde et on espère pourquoi pas. Et donc, au moins une présence en 8e de finale au Grenadier. Je ne vais pas faire de pronostic par rapport à Haïti, mais je dois dire qu'il faudra attendre pour voir comment Haïti va aborder le premier match. Et si la discipline tactique et la gestion des émotions sont là, peut-être qu'Haïti... Bien sûr. Mais avant, je ne peux rien pronostiquer. Moi, je suis sûr qu'Haïti ira loin, malheureusement. Je ne connais pas. Oui. Bon, je pourrais abonder dans le même sens. Ça veut dire que soyons honnêtes et surtout réalistes. Maintenant, je crois qu'il manque énormément de choses à la sélection haïtienne, d'automatisme, de matchs de référence par rapport aux équipes que l'on va affronter. On a joué contre des équipes de la CONCACAF. Bon, on a eu 2 matchs amicaux récemment contre la Tunisie et contre... C'était plutôt conséquent. Justement. Et donc, par rapport à ça, certes, on a des joueurs de très bon niveau, mais globalement, si on tient compte de l'effectif de la sélection haïtienne, nous avons également des joueurs qui évoluent dans des divisions inférieures. Donc, cela certainement va poser problème par rapport au niveau réel de l'équipe. Et on va espérer. On n'a qu'à espérer quand même. Est-ce que le jeu d'ensemble qui fait défaut au Grenadier n'est pas un problème non plus? Le jeu d'ensemble. Le jeu d'ensemble, puisqu'ils n'ont pas l'habitude de se retrouver. Ils en ont l'habitude. Ils ont joué ensemble pendant toute... Avec Sébastien Millet, ça fait quand même longtemps. Non, mais c'est pas ce que j'ai appris. J'ai appris qu'il y en a qui ont joué en France, d'autres dans c'est dans des clubs différents. Il y a eu quand même de nouvelles pièces ajoutées à une ossature déjà bien établie. Et avec Minier, ils ont passé pas mal de temps ensemble à jouer. Et quelques nouveaux venus, les Isidore et les Lenny Joseph. Donc, ce sont des pièces à ajouter. Mais globalement, c'est une équipe connue. Il y a déjà une ossature. La base de l'équipe est connue. Donc, ils se connaissent. Ah oui, bien sûr. Donc, quelques rares intégrations et surtout, pas des moindres, de Wilson Isidore qui évolue en première ligue, en première division anglaise. Ce sera donc un plus pour les Grenadiers, mais la base de l'équipe est déjà là. Bon, là encore, c'est important. Et on parle d'un énième joueur qui est donc le public. Le public, que ce soit celui qui fait les déplacements ou encore ceux qui observent à distance. Et quelle attitude à adopter selon vous? Relamoué à distance fait bruit Le deuxième homme. Et écoutez, pour l'instant, que ce soit en Haïti ou ailleurs, le public, justement. Le public haïtien, certes, un peu attentiste, mais le public est derrière la sélection, ça il faut le dire. Maintenant, par rapport aux problèmes liés à l'immigration, où des Haïtiens du terroir ne peuvent pas se rendre aux États-Unis pour assister probablement au match de la sélection, mais la diaspora haïtienne est tellement importante aux États-Unis que l'on peut espérer justement qu'elle va apporter tout son support à la sélection. De ce côté-là, et personnellement, je ne crois pas qu'il faut y avoir une quelconque inquiétude. Le support du public sera au rendez-vous. La diaspora haïtienne, même, et surtout celle qui vit aux États-Unis, même si
ce sera difficile d'espérer une grande vague de supporters haïtiens due à cette politique migratoire répressive aux États-Unis. Mais je pense que la connexion restera très forte émotionnellement avec la sélection. Mais selon les informations, il y a une très forte demande en ce qui concerne les billets. Côté haïtien, selon les premiers éléments d'information dont nous disposons. C'est dire que les Braves vont s'exprimer quand même. Bien sûr, bien sûr. Bon, il n'y a pas que les Braves, puisqu'il y a aussi des Haïtiens qui sont en situation régulière. Donc, ils peuvent se présenter. Et donc, sans avoir... Ne vont pas laisser passer cette opportunité. Il y a certains qui prendront le risque, au péril de leur vie. Les Braves vont s'exprimer. Ça reste il s'agira quand même d'être très brave pour défier cette politique migratoire très coercitive. C'est sûr. Monsieur, merci d'avoir été avec moi pour la première partie de la rubrique Le Point. Nous allons dans un instant inviter le deuxième groupe. Je crois que Rico restera encore avec moi, mais merci à Marcus, merci. À Jean-Josué. Les auditeurs vont être, les téléspectateurs... Le public en général. Le public en général doit être surpris d'apprendre que c'est pour la première fois qu'on a eu la possibilité d'échanger ceci publiquement. On observe la pause, madame, monsieur, et au retour, on aura qui? On aura au retour... Mackenson Fanor. Oui, on aura Mackenson Fanor et Josué Benjamin. Merci, monsieur, de ce coup de main. Merci beaucoup. Vous suivez, madame, monsieur, la rubrique Le Point de Métropole consacrée à la Coupe du Monde, avec évidemment la présence sur le plateau des chroniqueurs, les nouveaux chroniqueurs de Métropole qui ont la mission de faire vivre au public cette compétition internationale on ne peut plus intéressante. À tout de suite, après la pause. Est une courtoisie de la BNC, Banque nationale de crédit. Unipièce, représentant les batteries Bosch, Accordia Shipping et Lisa Lotto. Bienvenue à la deuxième partie de la rubrique Le Point de Métropole. On va procéder de la même manière qu'on a fait la première fois, par la présentation de ceux qui nous rejoignent. Mackenson Fanor et Josué Benjamin. Rico est encore avec nous. Alors, Mackenson Fanor, vous êtes nouveau. Bonjour Wendell, bonjour Josué, bonjour Rico, bonjour téléspectateurs de Télémétropole. Bien sûr, je suis nouveau à Métropole. Mais ça ne veut pas dire que vous êtes nouveau dans le métier, bien sûr. Dans le métier. Justement, vous avez travaillé à Vision 2000? Oui. En fait, j'ai travaillé à Vision 2000 à la salle des nouvelles. À Vision 2000, je n'ai pas été dans l'équipe sportive, mais pour le sport, pratiquement, j'ai débuté avec la Radio-Télé-Lumière, c'était en 2009. J'ai donc participé à plusieurs événements sportifs, de la Coupe des Confédérations 2009, passant par les 3 éditions de Coupe du Monde durant 2010, 2014 et 2018, les éditions de Coupe d'Europe, etc. Donc pratiquement de 2012 à 2019, j'étais le responsable principal de la section sportive de la Radio-Télé-Lumière. Et puis, après 2019, j'ai dû faire quelques années sabbatiques dans le métier pour après rejoindre la salle des nouvelles de Radio-Vision 2000. Josué Benjamin, c'est pratiquement différent. C'est une tête, je dirais, qui nous est familière à Métropole. Ça fait déjà un petit temps que vous êtes avec nous. Bon, oui, justement, ça fait déjà 3 ans, depuis 2023. Je vous salue, Wendell. Bonjour. Et je salue aussi mes collaborateurs. Rico Saint-Île, c'est quelqu'un avec qui j'ai l'habitude de commenter. Et Mackenson Fanor, c'est un nouveau à l'équipe. Et donc, on a dit que dans toute équipe là, c'est moi qui étais là avant monsieur. Ah oui, le plus grand. C'est au plus grand. C'est moi qui suis petit en termes d'âge, tout, mais. Ah oui, c'est ça. Moi, je dis là, j'ai pas toujours posé problème, sinon parce que qui va déjà le faire aussi. Si c'était le cas. Alors, messieurs, avec vous, qui nous rejoignent justement sur le plateau ce matin, je voudrais évoquer les nouveautés de cette Coupe du Monde. Nouveautés en termes de nombre d'équipes participantes, nombre de matchs également. C'est 103 ou 104 matchs? 104. C'est 104 matchs. 104 matchs. Avant, on avait combien? 64. Après 32 équipes. C'est parce que le double, non? Ah oui. C'est beaucoup. Et d'abord,
Rico, Josué, Markinson, tenir un public pendant 100 matchs, Plus de 100 matchs. plus de 100 matchs, ça risque d'être difficile. Là, sans même. Je laisse le soin aux nouveaux venus alors. Markinson. Oui, en fait, normalement, il y a un bon et peut-être un mauvais côté. Je ne dirais pas lassant parce que le sport, ça capte l'attention. En général, le football en particulier, sur toute l'étendue de la planète, le football est très captivant. Donc, normalement, ça dépend de l'organisation pour savoir si ça va être lassant ou non. Mais je pense que passer brusquement de 64 matchs à 104 matchs, et c'est moins intéressant. Est-ce qu'il y a des avantages est-ce qu'il y a des avantages de cette nouveauté? Bien sûr, ça va permettre à de petites nations de football d'espérer et de participer à des éditions de Coupe du Monde comme celle qu'on va vivre pratiquement au début du mois de juin. Normalement, le passage à 48 équipes a permis à notre sélection nationale, par exemple, de se qualifier. Et des équipes comme le Cap-Vert, Curaçao, la Jordanie, la Jordanie exactement. l'Ouzbékistan. Ce sont des équipes qui n'espéraient pas à 32, au format 32, d'avoir une participation aussi facilement, je dirais, à la Coupe du Monde. Ça, c'est un avantage intéressant. Ce sont les opportunités. Donc, plus d'équipes, ça veut dire qu'on est passé de 32 à 48. Ça offre la possibilité à des nations qui n'ont jamais joué la Coupe du Monde de pouvoir y participer. C'est le cas de Curaçao, de l'Ouzbékistan, de la Jordanie, du Cap-Vert et aussi. justement du Cap-Vert. Et ça offre également à Haïti qui, depuis 1974, 52 ans et après. justement 52 ans après, de revenir à cette fête planétaire. Et en termes de revenus, ça génère beaucoup plus de revenus parce que, d'ailleurs, le président de la FIFA ne se cache pas, il le dit haut et fort. La FIFA, financièrement, est en bonne santé. D'ailleurs, il y a une grosse redistribution et par rapport à l'augmentation financière, par rapport à l'argent donné aux équipes. Et puis, certainement, il y a également le développement du football, parce que cela va permettre quand même à des petits pays, et par exemple, une fois que tu es qualifié, il y a un montant de participation qui est aux alentours de 2,5 millions d'euros. Il y a pratiquement 10 millions de primes de participation, et à force de continuer, d'avancer dans la compétition, les primes augmentent. Par exemple, l'équipe championne, Plus on avance, plus on gagne. Plus on gagne. Mais maintenant, il doit y avoir de possibles inconvénients. Bien sûr. Hein? Vous les entrevoyez? Oh, ouais, je dirais, pour une équipe comme notre sélection nationale, parce que normalement c'est Haïti qui est beaucoup plus intéressé, nous, et parce que ça fait très longtemps déjà, vous l'aviez mentionné, 52 ans après, nous sommes de retour sur la scène mondiale. Donc on aimerait bien que Haïti puisse avancer un peu plus loin dans la compétition pour gagner. Est-ce que ça offre de la chance aux petits pays d'aller loin dans la compétition? Non. Alors, Pas en effet. En termes d'inconvénients, c'est certain qu'il y a de la fatigue, beaucoup plus de fatigue pour les joueurs, fatigue musculaire, etc. Mais il y aura forcément une baisse du niveau de jeu. Parce que quand tu as Cap-Vert, quand tu as la Jordanie, ça veut dire que quand tu prends l'écart qui existe entre les pays européens en termes d'infrastructure, en termes de moyens pour développer en termes de talent le football, aussi. en termes de talent, et par rapport à l'autre équipe, donc c'est certain que gagner inconvénient. Et puis il y aura certainement moins de suspense. Là, on est en Coupe du Monde à 64, alors à 48 équipes, qu'est-ce que ça fait? Ça fait que on vient gagner plus de qualifiés. Donc, dans un groupe, c'est-à-dire calcul différent. Donc, pour gagner moins de suspense, parce que ce n'est pas deux seulement pour le qualifier, équipe langue doit, alors, quand ça tourne, on va dire, il faut plus suspense. Tout. Bon, parce qu'on doit un point, on zéro. Parce que ce n'est pas tout troisième qui va qualifier. On 2 points et puis on qualifié comme troisième. Donc, il y a les avantages, il y a les inconvénients, mais dépendamment de à qui et yeux qu'on va regarder véritablement. Moi, je ne crois pas qu'il y aura trop d'inconvénients, parce que, aller dans ce sens contraire-là, vous me dites que c'est vrai que ces équipes, elles ne sont pas au même niveau que le Brésil, que l'Argentine, les grosses écuries du football mondial.
Mais quand même, elles ont fait un effort pour participer à la Coupe du Monde. Donc, parce que vous allez tout au même tour. Donc, dans ce sens, c'est capable de gagner suspense. Et oui, c'est vrai que ne doit pas qualifier pour deuxième tour compétition, aller beaucoup plus loin. Mais il est capable de jouer au outsider. Moi, je suis content de vous dire, en toutes circonstances, il est toujours bon que nous étions positifs. Ça va pas qu'il même pour match football, non? Non, bien sûr. Oh, oui. Mais c'est certain que quand tu as, par exemple, une opposition, un match opposant, je prends un exemple, même si c'est pas le cas, la France part à Cap-Vert. Ouais. Mais la France est à la Jordanie. Il y aura Espagne-Cap-Vert. Justement, ça veut dire que l'écart est beaucoup trop important. Alors même si on peut s'attendre que le Cap-Vert, je ne sais pas, réalise une performance exceptionnelle. Comme le Costa Rica, surprenante, c'est ça. Mais sur le papier, la différence, l'écart est énorme. Et c'est capable de matchs qui lassent. Par exemple, même qui connaît qu'il y a capable des matchs là, ou il a fait un match là, puis il jour. Ah, ok. Ouais, c'est ça le véritable. Ça qu'on y veut, monsieur, ça qu'on y veut? Ah oui. Ça m'est déjà arrivé, moi. Comment on vit dormir? Écoute, peut-être même. On part tout le temps, en fait. Bon, oui, c'est ça qu'on peut soulever comme véritable, je dirais, inconvénient, c'est cette dénivellation au niveau de la production du jeu. Donc, c'est ça. À part ça, ça peut être une grosse opportunité pour les petites équipes, gros vitrine de bouillon. Donc, c'est ça. Donc, nous avons un pile chance, petit pays, nous avons pile chance tout? Bon, pas beaucoup, mais oui. Chance pour qualifier, vous voulez dire? Pour aller loin. Alors, pour nous autres également qui sommes chroniqueurs sportifs, le passage à 48, c'est une bonne opportunité. C'est certain que la direction ne va pas garder nos mêmes gens. Donc, l'autre a fait 64 matchs, on a fait 50 matchs. Et il va faire nos gens. Mais ce qu'on pourrait besoin avec nous rapidement, c'est l'émission prémondiale et que vous présentez, Compte à rebours a commencé, Compte à rebours mondial 2026. Qui principal sujet nous aborder dans l'émission ça? Tu me commences avec Marcus? Fanon, oui. En fait, oui, les auditeurs de Télémétropole ont un grand intérêt à regarder cette émission dans la mesure où nous faisons une rétrospection sur les précédentes éditions et on a parlé des différentes évolutions. Par exemple, le passage de 13 à 16 équipes dans un premier temps, de 16 à 24. De 24 à 32, puis maintenant de 32 à 64. 48, à 48, bien sûr. À 48. Il y a aussi, dans cette émission, l'analyse qu'on fait de chaque groupe, de chaque équipe, les dernières updates qu'il y a sur l'organisation de la Coupe du Monde 2026. Donc, il y a beaucoup de choses. Exactement, les nouvelles règles qui existent. Parce que là, maintenant, pour l'édition 2026, la FIFA est mais vraiment très exigeante. Et pour ça, une émission comme ça, il est important pour les amateurs? Bon, justement, parce que nous non seulement mettons accent sur l'histoire compétition, c'est une grande compétition, mais on fait aussi des analyses, nous éléments, certaines équipes que nous pensons qui sont des équipes favorites pour remporter la compétition, comme la France, le Brésil, l'Angleterre et d'autres. Il y a les parieurs, donc on donne certainement des indices. Ça veut dire que équipe qui favorise, je dis là, le regard des classements FIFA, le regard des effectifs des équipes comme la France, comme l'Angleterre, comme l'Espagne, comme le Brésil et l'Argentine. Donc ça baille Mounio ont idée de comment on est capable d'orienter les joueurs, dépendamment de ce qui peut organiser. On parle aussi des petites équipes. On voit les éléments importants, les éléments dangereux de ces équipes-là. Ils en ont quand même. Les équipes qui peuvent créer la surprise, par exemple, en 2022, l'Arabie Saoudite a battu l'Argentine. Ben oui, Haïti, on peut créer la surprise. Parce que déjà, nous sommes une petite nation sportive. Atteindre les 8e de finale, par exemple, sera une 16e d'abord. Les 16e de finale. J'ai dit au final. C'est atteindre au final. Les 8e de finale, c'est une grande surprise pour le monde du football. Vous êtes loin. Nous avons quand même des éléments pour nous rêver. Parce que nous avons quand même des joueurs qui évoluent en première division anglaise. Ça, c'est qu'à parler là, man. Bien sûr, nous avons des joueurs qui évoluent en première division anglaise. C'est un rêveur en plein jour. C'est plus gros championnat
championnat football dans le monde, le championnat d'Angleterre, première division, nous avons Isidore, nous avons Belgrade, ils évoluent en première division, quoi. Donc on peut espérer. Donc ça veut dire, si ils battent nous, bien battent, nous pas besoin, comme si nous avons besoin de choquer. Non, bien sûr, on doit être choqué parce que c'est pas comme si nous allons le faire figurant. José Abdillah, nous gagnons des joueurs. Moi, je crois que ce qu'il faut vraiment, c'est rester vigilant du début jusqu'à la fin. Parce que ça va dépendre de plein de jeux entraîneurs-là. Maintenant, c'est certain que l'équipe haïtienne doit connaître fondamentalement et qu'elle ne peut pas rivaliser, que ce soit avec l'Écosse, que ce soit avec le Brésil, en termes de production de jeu. Donc, nous allons l'ouvrir comme nous pensons que nous avons fait jouer égal avec eux. Donc, si on reste concentré, si on a un plan de jeu bien élaboré défensivement, et s'il y a une implication de tous les joueurs, une solidarité défensive, on peut espérer et opérer en compte et pourquoi pas faire un break, un hold-up et sous une équipe et puis nous gagnons un match. On regarde pour nous ce changement, l'autre changement. Par exemple, la FIFA annonce une gestion plus stricte du temps effectif. C'est une bonne décision? Bon, oui, bien sûr, tout à fait. C'est justement pour garder, je dirais, le suspense dans un match. Par exemple, il y a des équipes qui connaissent une logique qui fait le. Et par exemple, si Wapmen et qu'il ne reste pas beaucoup de temps avant la fin du match. Donc, pour opérer un changement, par exemple, et la FIFA dit c'est 10 secondes pour jouer cap sorti après, pour les sortir sous terre. S'il prend plus que 10 secondes là, et joueur cap monter, il sera pénalisé d'une ou 2 minutes, je crois. Une minute avant d'entrer en jeu. Et donc, puis pour remise en jeu, ça veut dire que tout chaud doit être fait en 5 secondes. Oui. Et les gardiens n'ont pas beaucoup de temps. Si l'arbitre l'a lancé contre un robot là, et que l'équipe adverse qui bénéficie de touche n'a pas effectuel, donc avantage pour aller pour l'autre équipe là. Et c'est son remise en jeu, si le gardien prend plus que 5 secondes là, l'arbitre là et lancé contre un robot là, l'équipe adverse a bénéficié d'un coup de pied de coin. Ok. Comment nous interpréter le retour d'une plus grande autorité arbitrale? Plus grande autorité parce que effectivement ça baille arbitre plus de latitude pour que yo exercer ça ou bien pour faire. Donc c'est même genre tout, nous avons bien dit ça monsieur. Et dans ça qui a un rapport avec protestation, ça veut dire, on a par exemple Cannes 2025 là, et l'arbitre il était dépassé par les événements parce que il n'y a pas de gain moyen véritablement pour que il réagisse lorsque pratiquement tout le joueur sénégalais décider de quitter le terrain. Mais là, et dans la Coupe du Monde, ça justement, et M. Kassimae, quantité carton rouge, depuis qu'on quitte le terrain, carton rouge, depuis on entraîneur tout, ou pousser et exciter le joueur à quitter le terrain, et carton rouge, et ou même capable de perdre du match là sur le tapis vert. Et puis, arbitre, yo n'est capable de barrer bouche pour des propos racistes, discriminatoires. Arbitre a gagné ça à tout, que est capable de sanctionner par un carton. Et puis assistance vidéo, tout là, c'est une très bonne chose. Et parce que nous avons toujours remarqué que gain de corner qui concédé injustement, ça veut dire que l'équipe là, corner lancé l'ictat de bénéficiaire, mais VAR n'a pas de intervention de ça. Là, VAR là gagné possibilité pour que l'intervenu, les gagnants, un corner qui baille injustement, et il est capable de faire intervention tout. Plus d'implication de la VAR. Ça va l'améliorer parce que qualité et jouette là, et puis ça permet que des décisions plus justes. Alors, nous sommes obligés d'aller très vite parce que l'arrivée pour nous finir. Mais est-ce que vous pensez, monsieur, que nouvelle mesure contre l'anti-jeu a un impact réel sur le spectacle? Qu'est-ce qui veut répondre pour moi? Non, je ne crois pas. Parce que je pense que les comme on a dit, aider avec compétition. Parce que l'anti-jeu, c'est quelque chose qui n'est pas accepté dans le jeu. L'anti-jeu dénature le jeu. Tout à fait. Donc, les 11 joueurs... Alors, même si c'est tout, il y a en football, en sport, il y a de l'audace. C'est-à-dire, même si le règlement te permet qu'on joue au cap sorti, il prend beaucoup plus de temps. Maintenant, avec les nouvelles règles, ça, il y a des avantages. Je crois que les nouvelles règles, les nouvelles décisions qu'il y ait à l'arbitrage, qu'il y ait aux règles et qu'il y ait tout à discipline justement sportive, moi personnellement, je ne crois que ça ne peut qu'améliorer la qualité du jeu. Du spectacle. Les défis, quels sont les plus grands défis pour Haïti?
sportivement, c'est parce que nous allons donc affronter des équipes qui sont un cran au-dessus. Et affronter le Brésil, par exemple, c'est l'un des plus grands défis pour notre sélection. Il faut qu'on ait une préparation au top. D'ailleurs, je félicite le coach qui a dû choisir des équipes pour la préparation. Par exemple, nous allons jouer contre une équipe africaine. Nous avons joué contre la Tunisie, nous allons jouer contre une équipe européenne, nous allons jouer contre l'Islande, nous allons jouer contre le Brésil et nous allons jouer un match amical contre le Pérou. Donc c'est une bonne campagne de préparation et pour faire face aux défis qui pourraient se présenter à l'équipe haïtienne. Selon nous, messieurs, qui joueur haïtien qui est capable de créer la surprise dans le mondial là? Pour moi, c'est Wilson Isidore, c'est le joueur qui évolue dans le plus haut niveau. Sunderland en Angleterre, il va jouer la Ligue Europa. Même avec Jean-Ignace Bellegarde. Alors, même si Wolverhampton descend, mais Jean-Ignace Bellegarde, au cours de la saison, a eu un temps de jeu beaucoup plus conséquent en équipe Wolverhampton et que Isidore. Alors moi, je crois que c'est un avis partagé. Ça veut dire que plusieurs joueurs peuvent tirer leur épingle du jeu. Vous êtes dépassé ou bien... Non, il va être un élément important, lui aussi. Important. Oui. Moi, je crois qu'il va jouer un rôle de joker. Oui, il sera important. On va faire appel avec lui, peut-être quand la situation est... Moi, j'aime bien Josué Casimir. C'est un ailier assez virevoltant. Il peut décrocher. Il est très intéressant. Et lors des matchs amicaux, il a su faire ses preuves. Ils sont nombreux à pouvoir et faire la différence. Et au cours de cette compétition, Josué Casimir, par rapport à son talent, Lenny Joseph, pourquoi pas, il est arrivé, il est à peine arrivé, mais on a vu sur les images, sur quelques vidéos, mais vraiment sa capacité technique, sa vitesse, c'est de très bon joueur. Quelles sont les chances réelles d'Haïti, messieurs? Les chances réelles pour faire quoi? Pour aller le plus loin, pour le gagner? Les chances réelles, moi-même plus rêveur dans ce sens. Son échelle de 1 à 10, pour y passer ses premiers tours là, avec meilleur troisième, moi-même je suis pessimiste. Je ne suis pas du tout optimiste par rapport au groupe. Le groupe est vraiment son niveau très relevé et je suis pessimiste. Contrairement à Rico, moi-même mon petit genre optimiste dans la mesure où si le coach se focalise sur le match de l'Écosse, on doit se dire c'est le match à gagner. Et si on gagne, même avec 3 points, on peut être troisième et se qualifier. Donc avec une seule victoire, c'est possible de se qualifier. Il ne faut pas oublier ce que le Costa Rica avait fait en 2014. Il y avait un groupe, le Costa Rica était dans le groupe qui avait l'Angleterre, l'Uruguay et l'Italie. Donc le Costa Rica avait créé la surprise. Donc il faut quand même rêver. On n'est pas le Costa Rica, mais on n'est pas Cap-Vert. L'Écosse, de son côté, est dans l'obligation de faire bonne figure parce que l'Écosse revient 28 ans après. Ça fait très longtemps. C'est en 98 que nous avons les dernières participations. Et l'Écosse a connu quand même une bonne campagne éliminatoire, notamment sa dernière victoire. Leur dernière victoire dans la phase de groupe face au Danemark, qui est 4-2. C'est un match mémorable. Quel type de football Haïti a de pratiquer pour espérer qualifier d'après nous-mêmes? Football équilibré pour moi, parce que mon FC Lavier, avec notamment nous reconnaître que l'adversaire est meilleur nous, il a un plus gros talent que nous. Donc nous très disciplinés, nous jouons nous, et rester faible au bas, attendre et puis opérer par des contres. Donc voilà. Justement, on ne doit pas être dans l'euphorie, on doit observer. Moi je pense que les 15 premières minutes de chaque match, il nous faut observer l'adversaire pour voir quelle disposition prendre pour avancer. Qui sélection nous semble favorite pour nous pour la compétition ça? Pour moi c'est la France. Il n'y en a pas d'autre pour moi. Il n'y en a pas d'autre. Bon, c'est la première équipe favorite pour moi, c'est la France. En fait, je partage plus ou moins l'avis qui dit que c'est la première équipe favorite. Oui. Je pourrais faire un classement. En termes d'effectifs, oui, je dirais la France, l'Espagne, l'Argentine, le Portugal et le Brésil, suivant cette ordre. Et qui équipe qui, d'après nous-mêmes, t'a doué créer la surprise durant le mondial? Haïti, pourquoi pas? On dit t'as doué créer? Oui. On peut ajouter une autre quand même. Mais bon, j'ai vu l'équipe. De façon plus sérieuse. Envoyez toute énergie à Haïti, s'il vous plaît. Mais vraiment de façon plus sérieuse, le Portugal, par exemple, par rapport à la bonne saison de plusieurs Portugais, le cas de Vitinha, de João Neves. Alors, la surprise, c'est pas nécessairement gagner, quoi. Et peut-être, oui, remporter la Coupe du Monde. La surprise, pas nécessairement gagner la Coupe du Monde, là. Moi, c'est ça, elle a mieux. Je suis autant que lui un grand rêveur, donc... Alors, Wendell, point fort, il faut dire que sur les 22 éditions déjà disputées, il n'y a que 8 équipes qui
qui sont arrivés à décrocher le sésame. Ça veut dire que c'est extrêmement difficile. Pour une équipe, c'est 8 équipes seulement qui partageaient 22 éditions. Donc là, c'est expérience qui s'apparente même. C'est 13 équipes seulement qui jouaient finalement. C'est une question d'habitude. En scientifique, j'en ai parlé là, monsieur. Ouais, non, les difficiles. Et où est que il y a tout par rapport à la puissance économique et de l'équipe qui gagne. Donc, sous une grosse nation de football, économiquement, sous l'argent, sous pas faire développement football là, il est difficile. C'est-à-dire, on dit déjà, c'est 13 équipes seulement qui fait finale. Et ça fait finale, il y a gagné qui pratiquement dépassé la Hongrie. Et par exemple, Tchécoslovaquie. Monsieur, un message pour les supporters, monsieur, un message pour les supporters haïtiens qui suivront le mondial sur Métropole, qui s'en notre après-midi, que le public là, Kembe, conservé dans l'aventure ça. Bon, moi-même, ma conclusion pour me dire que vivent au maximum expérience exceptionnelle ça. Cela veut dire l'autre génération, nous-mêmes qui l'a capalé et peut-être un peu le monde encore, qui peut quand même fait Haïti a joué première compétition. Donc, avoir cette opportunité unique de pouvoir assister à la compétition, ça, ouais, Haïti a joué. Donc, c'est vivre au maximum, c'est supporter l'équipe là, et puis continuer à espérer. L'espoir fait vivre. Prédiction finale pour la Coupe du Monde là. Finale là, Espagne-Argentine. Espagne-Argentine. Moi, je suis plutôt du côté de la France. La France pourra encore atteindre la finale de la compétition. Et puis, moi, aux équipes comme l'Espagne ou l'Argentine, en finale avec la France. Moi, j'aime la France là parce que une régularité depuis 2016, finale Coupe d'Europe 2018, champion du monde 2022, finaliste et finale. Donc cette régularité et surtout avec des joueurs renouvelés. Et l'État droit en finale, mais avec IS, je n'ose pas le dire parce que je crois que. Même moi, je ne peux pas parler d'aucune équipe africaine pour ça. Bon. Parce qu'il n'y a pas un grand passé. Non, alors, il n'y a pas un grand passé, hormis le Maroc qui était demi-finaliste. Mais généralement, bon, il y a un Ghana qui fait un quart de finale tout, je crois, en 2010. Contre l'Uruguay. Mais à part ça. Il ne va pas arrêter des équipes qui ont créé sensation vraiment dans le Coupe du Monde. Au titre qui dit non, Espagne-Brésil. Finale. Bon, on ne voit pas le Brésil en finale parce que ça, Brésil était qu'on offre nous dans le temps. Et ce n'est pas la même équipe brésilienne, ce n'est pas les mêmes joueurs, même qualité talent. Donc l'usine du football brésilien est en panne. Bon, dernière finale en 2002. Et par rapport à l'effectif que le Brésil a, écoutez, non, alors personnellement, je doute fort que cette équipe puisse atteindre la finale de cette Coupe du Monde. Monsieur, arrivé pour nous aller. Encore une fois, bienvenue. Et Anne qui. Afano, Afano et welcome. Nous te dire comme ça et puis nous allons regarder pour nous ça parle avec l'implication des nouveaux, cette nouvelle équipe qui ça ne parle voir dans les entends qu'énergie et dans notre direction télé, dans notre direction générale entreprise là. Je dis nous merci parce qu'on a accepté de venir coup de main. Là, monsieur Kembela, et qui dernière énergie que nous avons eu pour Haïti? Bon, disons que le mondial 2026 promet d'être inoubliable. Et merci de vivre cette grande aventure sur Télémétropole. Merci d'avoir la chance de la vivre. Oh, tout à fait, sur Télémétropole, bien sûr. En effet. Soyons rêveurs, pas trop euphoriques. Pas être trop euphorique. Bon, m'a dit au Grenadier à la soirée. Ça qui mourit, ça fait Merci, madame, monsieur, d'avoir accepté de nous accueillir chez vous. Merci infiniment d'avoir fait la route avec nous. C'était donc la rubrique Le Point de Métropole. Nos invités, Marcus Cola, Jean-Josué Merville, Rico Saint-Île, Mackenson Fanor et Josué Benjamin. Bonne chance à chacun de vous, bonne chance à Haïti, vive Haïti, passez une bonne journée, un bon week-end, bonne fête des mères à toutes les femmes haïtiennes. Allez, à la semaine prochaine. Lorsque l'actualité s'affole, suivez Le Point sur Métropole. Le Point tous les matins à 9h, simultanément sur Radio et Télémétropole. Reprise, 1h30. Le Point est une courtoisie de la BNC, Banque nationale de crédit. Unipièce, représentant les batteries Bosch. Accordia Shipping et Lisa Lotto.